événement, il est organisé avec les CCI des Pyrénées-Atlantiques et l'Association des communes forestières du 64 et avec les interventions de nos partenaires techniques et financiers que sont l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine. Sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, nous sommes 2 interlocutrices au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie qui peuvent accompagner vos projets de développement durable. Donc, moi-même, Laurence Bouaben, et aussi Léa Clédon de la CCI Bayonne Pays Basque. Léa, peut-être si tu veux mettre ta caméra juste et te présenter. Oui, bonjour à tous. Du coup, je m'étais permise de couper la caméra sur les conseils de Laurence et merci à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir coupé vos caméras et vos micros. Effectivement, moi je travaille à la CCI de Bayonne Pays Basque, donc j'interviens sur tous les sujets en lien avec le développement durable et l'économie circulaire. Et dans on va dire, ce vaste panel de sujets, on traite également de l'efficacité énergétique. Donc, je suis ravie de pouvoir organiser avec la CCI de Pau, mais aussi avec la COFOR, l'ADEME et la région, ce webinaire sur les énergies renouvelables thermiques. Voilà, merci. D'autant plus que le sujet reste très présent au niveau de l'actualité et très intégré au niveau du plan de relance de l'industrie. Et aujourd'hui, effectivement, l'objectif, c'est de faire le point sur les énergies renouvelables thermiques, comment améliorer la performance de vos installations, optimiser votre facture énergie en abordant, voilà, en fonction de quelle énergie renouvelable, pour quels usages, et aussi concrétiser votre projet avec des accompagnements qui vont vous être présentés effectivement par la COFOR et les partenaires, l'ADEME, la région Nouvelle-Aquitaine. Et aussi, on a le plaisir d'avoir le témoignage de la Maison Agour qui pourra partager son retour d'expérience. Donc, de suite, je vous propose une présentation de ces différents intervenants avec Antoine Mignot-Levalian de l'Association des communes forestières. Antoine, si tu veux te présenter. Oui, du coup, moi je suis animateur énergie renouvelable thermique, chargé du coup d'accompagner les porteurs de projets dans leur réflexion sur les énergies renouvelables jusqu'à la mise en place des installations et jusqu'au fonctionnement. Merci. Donc, je crois que Florence Dost n'a pas pu nous rejoindre, donc je vais laisser la parole à Alain Mesdac, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Bonjour, donc Alain Mesdag, comme indiqué sur le document, je suis chargé de mission à l'ADEME, donc Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie à Nouvelle-Aquitaine, et donc j'interviens sur 2 départements en particulier, sur la transition énergétique, que sont les départements du 64 et du 40, auprès des collectivités territoriales et des entreprises. Merci. Et la Maison Adour, représentée donc par Cérise et Philippe, je vous laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cerise Saint-Pierre, je suis la responsable QHSE de la Maison Agour. Je m'occupe des fromageries Agour et aussi de la charcuterie Baillet. Et je suis accompagnée par Philippe Cachenot, qui est le responsable maintenance, pareil, de la Maison Agour sur les fromageries en particulier et sur les charpentes métalliques aussi. D'accord. Très bien. Donc, vous pourrez nous partager votre tour d'expérience tout à l'heure. Écoutez, on va rentrer de suite dans le vif du sujet et je laisse la parole à Antoine. Merci Laurence. Du coup, l'idée d'aujourd'hui, elle est de vous apporter une réflexion assez succincte et globale sur l'ensemble sur les énergies renouvelables thermiques qui peuvent être utilisées donc pour produire de la chaleur, de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage ou du froid. Assez rapidement, en une petite demi-heure, on va essayer de balayer tout ça. L'objectif, c'est de pas rentrer dans le détail, mais simplement de vous donner au moins les grandes lignes et puis surtout voilà, vous montrer que vers qui vous pouvez vous tourner suivant les questions que vous avez à aborder. Laurence, si tu veux bien faire avancer. Du coup, tout d'abord, les communes forestières. Donc, moi, je travaille pour une association qui est l'association des communes forestières. Ça représente une centaine de communes sur le département des Pyrénées-Atlantiques, avec un volet juridique et syndical, qui est de défendre en fait les spécificités de notre territoire, avec toute la forêt de montagne, avec la valorisation du hêtre, qui est la majeure partie de notre bois de forêt publique. Toutes ces questions-là.
Et puis, une idée qui est de développer l'utilisation de ressources en circuit court, ressources forestières. Donc, dans le bois construction, on a des chargés de mission qui sont chargés d'accompagner les porteurs de projets sur tout ce qui est construction en bois local. Et puis aussi sur l'énergie, donc avec le bois énergie. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est élargi vers la géothermie et le solaire pour apporter aux maîtres d'ouvrage la réflexion la plus pertinente possible pour leur projet, avec des fois des projets qui sont plus cohérents pour de la géothermie, d'autres pour du solaire. Et voilà, du coup, proposer en fait un projet qui corresponde réellement aux besoins du maître d'ouvrage. Et voilà, tout ça financé par l'ADEME et la région. Si tu peux avancer, Laurence. On va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, les énergies renouvelables thermiques, donc on en a, je vais en présenter trois sur lesquels on fait de l'accompagnement. En gros, on a d'une part le bois énergie, le solaire thermique et la géothermie. Donc tout d'abord le bois énergie. Donc ce que je disais tout à l'heure, je vais rester quand même très vague. Après, si vous avez des questions assez précises, il n'y a pas de problème, vous pouvez poser dans le chat et puis on abordera ça à la fin ou vous me contacterez après et puis je viendrai voir chez vous si vous voulez pour qu'on puisse regarder en détail sur des questions très techniques et précises. Là, je vais vous donner vraiment les grandes lignes. L'idée, c'est du coup, en fait, on a une chaudière dans laquelle on va faire brûler notre bois. Et du coup, on va pouvoir on va pouvoir couvrir certains besoins. Donc, avec la chaudière bois, on va produire de l'eau chaude à 90 degrés, qui ensuite va pouvoir être utilisée soit pour du chauffage, soit pour le process, suivant le type de process. On peut aussi produire de l'air chaud avec des générateurs d'air chaud avec des températures qui vont être variables suivant les besoins. Ça, c'est souvent utilisé dans tout ce qui est séchoir à maïs notamment. On peut aussi produire de la vapeur avec ce type de chaudière-là, ou de l'eau surchauffée. Et puis, bien sûr, de l'eau chaude sanitaire, vu qu'on a produit de l'eau chaude à 90 degrés, on peut la faire varier à 60 degrés, peu importe. Dans les grandes lignes, voilà à quoi ça ressemble une chaudière bois. La grande contrainte de ce type d'énergie-là, c'est le stockage de notre énergie. C'est comme le fuel, c'est comme le propane, il faut pouvoir stocker. La grande différence avec ces énergies-là, c'est qu'il faut pouvoir distribuer le combustible vers la chaudière. Et cette distribution-là, en fait, pour le bois, se fait seulement de manière mécanique. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut un stockage à proximité de la chaudière. Voilà, il y a deux manières de faire. En fait, ça dépend des puissances des chaudières, généralement, soit par des vis sans fin qui vont transmettre le combustible, soit par des tapis. Vous verrez après sur ces schémas-là, on les voit pas bien en détail. Après, on pourra en parler après. Il y a tout un système en fait de sécurité pour éviter d'avoir des remontées de feu avec ce qu'on appelle des clapets anti-retour ou des écluses rotatives. Et ensuite, on a notre foyer qui est là au milieu, à la numéro 7, où on va brûler notre bois. Donc, ça importe bien d'avoir un combustible qui soit adapté aussi à ce type de chaudière-là. Je sais plus si je crois que j'en parle pas après, mais bon, on en reparlera un autre jour. L'idée, c'est d'avoir en fait un combustible qui soit adapté au type de chaudière. Donc, on peut avoir différents combustibles avec des humidités différentes. L'important, c'est que ça soit adapté en fait à notre chaudière pour avoir une combustion qui soit optimum et du coup derrière des rejets qui soient les plus faibles. Et donc dans les grosses chaudières, on va mettre ce qu'on appelle des électrofiltres ou des filtres à manche pour récupérer le maximum de particules dans les rejets, éviter de dégager des particules. Sur les plus petites chaudières, il va falloir être plus vigilant aussi sur le combustible pour que les combustions soient les plus optimum et qu'on n'ait vraiment pas de dégagement de particules à la sortie. Voilà dans les grandes lignes à quoi ça ressemble. Ça, je voulais vous en parler parce qu'on a souvent, en fait, quand on parle de bois énergie, on a souvent une chaudière à énergie fossile à côté. Et c'est pas forcément compréhensible dès le départ. En gros, pourquoi on fait ça? On va avoir du coup notre chaudière bois, vous avez vu, elle peut être imposante et il nous faut un stock de bois suffisamment collé à la chaudière. Et tout ça, ça nécessite un investissement assez important. Pour autant, en fait, quand on va consommer notre chaleur pendant l'hiver, notamment pendant l'hiver, après sur certains process aussi ça arrive, où on va avoir en fait des appels de puissance assez importants et ensuite un fonctionnement plus continu. Sur le chauffage, c'est très clair, c'est en plein hiver quand on veut remonter en température
les bâtiments parce que le week-end on n'a pas chauffé, on était en réduit et donc il faut qu'on remonte en température les bâtiments. Là, on va avoir en fait besoin de beaucoup de puissance de la part de la chaudière, une force importante de la chaudière et ce besoin de puissance en fait il est très court, mais pour autant on en a besoin. Et ensuite on va avoir en fait la chaudière qui va fonctionner plus à pleine puissance, mais qui va faire en fait ce qu'on appelle un talon, enfin un talon de fonctionnement. Euh, voilà. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer d'optimiser en fait l'investissement dans notre chaudière bois. On va mettre une chaudière bois en fait qui couvrira pas tout le besoin, qui va être dimensionnée en gros à 60% de l'appel de puissance en plein hiver. Et pour autant, avec ces 60% là, on va couvrir 80% ou 90% du besoin sur l'année. Et on fera le reste avec une chaudière à énergie fossile qui coûte moins cher et qui permet et qui en fait en termes de fonctionnement va fonctionner juste pour produire 10% du besoin. Donc ça permet d'optimiser notre investissement et en plus pour la chaudière bois c'est intéressant parce que ça évite en fait de la surdimensionner et qu'elle tourne avec des puissances plus faibles. La chaudière bois elle a un rendement qui est très important et qui est très intéressant quand elle tourne vraiment à plein régime. Voilà, dans les grandes lignes. Ah ouais, du coup, je parle aussi du type de combustible. En gros, pour que ça soit automatique, en fait, ce système-là, on a deux combustibles qui peuvent être utilisés, soit du bois déchiqueté, qu'on appelle aussi les plaquettes ou les copeaux de bois, qui sont en fait des bois qui ne sont pas utilisables en bois d'œuvre. Donc, je parle là de la classification réalisée par le CIB, le Comité interprofessionnel du bois énergie. Donc, c'est quand même quelque chose qui commence à être bien cadré, ce type de combustible-là. Donc avec des exigences sur la granulométrie et sur l'humidité. Donc l'humidité adaptée en fait au type de chaudière. Et ensuite on a le granulé qui lui aussi peut être utilisé dans ces conditions-là et qui est en fait issu de la sciure sortie des process de scierie qui est compacté pour pouvoir donner ce type de combustible-là. Pourquoi on peut utiliser seulement ces combustibles-là? Parce qu'en fait, avec ça, en fait, on a des combustibles qui sont suffisamment, qu'on peut rendre fluides finalement grâce à des vis ou des tapis, et ça permet l'automatisation de notre chaudière. Voilà, dans les grandes lignes, le fonctionnement du coup du bois et puis ses différentes contraintes. Là, je vous ai mis une carte pour vous montrer un peu comment ça évolue ici sur notre département. Donc là, vous avez les ronds, là, ce sont les chaudières qui sont en installation dans tout ce qui est collectif et professionnel. Et moi, ce que je voulais vous faire apparaître surtout, c'est les carrés rouges qu'on voit ici au centre, qui sont en fait nos plateformes de distribution de combustible. Donc on a des professionnels qui sont des élagueurs, des entreprises de travaux forestiers et autres, qui se sont mis à produire ce type de combustible. Et donc on en a un peu partout sur le département, ça permet de mailler l'ensemble du département. Je me rends compte qu'il faut un peu plus vite. Les intérêts du coup du bois énergie, du coup ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une ressource qui est locale. On a une dizaine de producteurs sur le département, donc on a la capacité en fait de livrer l'ensemble des chaudières et des futurs projets. Et puis on a surtout un coût de fonctionnement qui est intéressant, où on a en fait une énergie qui coûte moins cher que les autres énergies, qui est stable dans le temps. On ne vit pas les variations qu'on peut vivre sur le fioul ou le gaz, parce qu'on a une énergie en fait qui est produite localement. Et puis c'est le graphique qui est en bas à gauche, qui représente en fait le coût de la chaleur sortie des radiateurs. Quand on fait une installation comme ça, et ça va être le cas aussi et pour la géothermie, l'investissement a beaucoup d'importance dans le prix de notre chaleur qui sort de nos radiateurs ou de notre process. Et cet investissement-là, on le connaît dès le départ. Et ensuite, les coûts de fonctionnement, en fait, ont moins d'importance que lorsqu'on utilise une énergie fossile. Du coup, quand on a des variations sur nos coûts de fonctionnement, eh ben, l'impact est moins important que lorsqu'on a une énergie fossile. Ça nous permet, en fait, d'avoir une visibilité sur le long terme. Je sais que pour certaines entreprises, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, c'est des choses qui sont intéressantes pour savoir pour le long terme, les variations sont faibles. Voilà pour le bois énergie. Je suis désolé, du coup, je vais assez vite. Sur le solaire thermique, l'idée là, c'est de pouvoir produire de la chaleur à partir donc de l'énergie solaire. On va pouvoir sortir des températures un peu similaires en fait
à la chaudière bois, donc entre 60 et 90 degrés, pour du chauffage, de process et surtout de l'eau chaude sanitaire. Ça fonctionne bien pour l'eau chaude sanitaire. Et j'en reviendrai après, mais en fait, on pourrait faire d'autres. Il y a d'autres projets qui existent pour du chauffage, pour d'autres projets de fonctionnement de process. Après, c'est des choses un peu plus expérimentales ou qui nécessitent quand même un détail plus approfondi d'études techniques pour être sûr du fonctionnement. Il y a une dizaine d'années, il y a eu pas mal d'installations qui ont été faites, notamment pour de l'eau chaude sanitaire dans des logements et autres, et qui avaient des problèmes de fonctionnement parce que les dimensionnements n'avaient pas été bien adaptés, ou les schémas hydrauliques n'avaient pas été bien réalisés. Et du coup, depuis quelques années, notamment surtout l'ADEME, impose des schémas de principe qui ont été validés par l'ADEME et par Socol, une association là, de développement du solaire thermique, qui permettent, qui évitent justement d'avoir tous ces problèmes-là qu'on a pu vivre il y a une dizaine d'années. J'y reviendrai dessus après. Le fonctionnement de manière générale, donc on a du solaire, du soleil, qui va réchauffer un fluide qu'on fait passer dans nos panneaux. Donc nos panneaux, en fait, c'est une vitre de verre avec dessous des tuyaux en cuivre où le soleil va réchauffer cette eau glycolée en fait qui passe dans nos panneaux, et on va les stocker dans un ballon. Et ce ballon-là, en fait, la température va être variable par rapport à la quantité de soleil qu'on aura ce jour-là. Et du coup, il nous faut un appoint qui, lui, va faire le relais quand on n'aura pas suffisamment de solaire pour pouvoir subvenir à notre besoin. Donc, c'est ce petit graphique qu'on voit sur la gauche. Au final, on va avoir une couverture par le solaire qui va être très importante pendant la période estivale et plus faible pendant l'hiver. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir par rapport aux besoins du consommateur si ça peut être adapté ou pas. Et puis après, voilà, d'un point de vue fonctionnement, enfin économie de fonctionnement, vérifier que c'est bien adapté. Tu peux passer sur la suite. Les intérêts, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a une énergie qui est durable et qui est locale et durable dans le temps. Je parlais là de la recyclabilité aussi de ces panneaux-là, ce que j'ai dit tout à l'heure là aussi. Et puis du coup, d'un point de vue économique, on a quasiment 50% en fait de notre besoin qui est produit par le solaire. Donc on a 50% en moins de besoin d'achat de combustible pour pouvoir couvrir le même besoin énergétique. Donc d'un point de vue d'un point de vue économique, c'est un sacré impact. Et oui, il y a cette histoire de stabilité des coûts du coup à long terme que je disais pour le bois énergie qui est la même finalement parce qu'on a un investissement un peu important, assez important. Et après on a nos coûts de fonctionnement qui sont divisés par deux. Histoire des schémas de principe là, Socol, qui permettent du coup d'avoir des installations qui fonctionnent à tous les coups sur des schémas types. Donc au shot sanitaire, il n'y a pas de problème, on sait faire. Les schémas sont des schémas types et ça se fait sans problème. Après, quand il y a des détails, quand il y a des schémas plus précis à faire, et ben ça, il suffit d'avoir une discussion avec les ingénieurs de l'ADEME, avec un bureau d'études spécialisé. Et puis, c'est des choses qui se réalisent sans problème aussi. Voilà pour le solaire thermique. Et je passe du coup à la géothermie par la suite. La géothermie de minime importance, on appelle ça. Je vais revenir dessus après. Avec cette géothermie, en fait, on va faire de l'eau chaude à plus basse température. Parce qu'en fait, on va utiliser des pompes à chaud. Je vais le détailler après. Et du coup, on va avoir en fait une eau chaude autour de 55, 60 degrés maximum pour pouvoir faire de l'eau chaude sanitaire. Et l'intérêt, c'est que par contre, on peut aussi faire du refroidissement avec ce qu'on appelle le géocooling ou du froid même, de la climatisation, grâce à des thermofrigopompes. Je vais en reparler juste derrière aussi. Le fonctionnement général de la géothermie. Je parlais de minime importance. En fait, c'est tout ce qui est en surface. Donc la géothermie, très basse énergie. Souvent, quand on parle de géothermie, on a en tête puiser de la chaleur très très forte au fond de la Terre. Ça, c'est des choses qui existent, mais il n'y a pas beaucoup de secteurs, notamment en France et sur les Pyrénées-Atlantiques. Je ne sais pas s'il y en a vraiment. Il doit y en avoir un ou deux qui pourraient fonctionner, mais derrière, il nous faut des besoins assez importants en surface aussi pour pouvoir consommer toute cette chaleur. Mais la géothermie de minime importance, donc c'est vraiment juste en surface. Tu peux passer, Laurence, je vais montrer. On utilise pour ça en fait l'inertie du sol.
Donc en fait, sous terre, à partir de 10-15 mètres, on a toujours 15 degrés à peu près de température dans le sol. Et et on va aller venir chercher en fait ces 15 degrés. Donc on a deux techniques, soit on va chercher sur nappe, donc on prend de l'eau d'un côté, on récupère l'énergie qu'il y a dans cette eau-là et on la réinjecte de l'autre côté, dans le sens d'écoulement de l'eau pour pas avoir de l'eau froide qui revient dans notre forage initial. Soit on utilise ce qu'on appelle des sondes où en fait on va faire circuler un fluide glycolé sous terre, descendre jusqu'à 100 ou 150 mètres dans des puits qui font 20 cm de diamètre, même peut-être moins des fois, 10 cm de diamètre. Et cette eau qu'on va envoyer, nous, à 5 degrés, eh ben, elle va remonter à 10 ou à 15 degrés à la surface. Et on va, grâce à des pompes à chaleur, en fait, récupérer la chaleur qui est dans ce fluide-là et la transmettre dans notre bâtiment. Donc derrière, il nous faut quand même des systèmes de distribution de la chaleur qui soient en basse énergie, parce qu'on va pas pouvoir monter au-dessus de 55 ou 60 degrés avec cette technique-là, parce que sinon, en fait, on a un fonctionnement de la pompe à chaleur qui est dégradé. L'intérêt de la pompe à chaleur avec ces niveaux de température-là, de 15 degrés, ça veut dire qu'on a toujours 10 degrés à prendre dans notre chaleur du sol. Et l'intérêt, c'est que du coup, on peut produire en fait ce qu'on appelle le coefficient de performance, c'est-à-dire qu'avec 1 kWh pour faire tourner la pompe à chaleur, eh ben, on produit 4 kWh dans le bâtiment. Et ça fonctionne toute l'année. Toute l'année, on a ce fonctionnement-là, qui est un fonctionnement du coup optimum de notre pompe à chaleur. Et encore 4, on peut faire des coefficients de performance plus importants, grâce notamment au frais. Je vais en parler dans un exemple tout à l'heure. Donc notre intérêt de cette énergie-là, pareil, on a une ressource en fait qui est sous terre, là, qui est inépuisable et locale. Les seuls points de vigilance, c'est de vérifier qu'on ne va pas refroidir cette ressource. Donc là, c'est simplement sur les sondes, par exemple, il faut tous les écarter de plus de 10 mètres. Sur les nappes, il faut bien vérifier qu'on a le sens d'écoulement et que du coup notre eau froide, on la réinjecte pas en amont de notre eau chaude. Et vérifier en amont que notre ressource sera suffisamment durable, répondra en fait à notre besoin en surface. D'un point de vue économique, du coup, notre coût d'électricité pour chauffer notre bâtiment, finalement, parce que c'est avec de l'électricité, il est divisé par 4 grâce à cette pompe à chaleur qui fonctionne de manière optimum toute l'année. Notre histoire de stabilité des coûts sur le long terme, parce que du coup, on a investi beaucoup, mais derrière, nos coûts sont divisés par 4 quand même. Et puis, l'intérêt de cette technique, quand même, c'est de pouvoir aussi faire du froid simultanément, du chaud et du froid, donc pour des besoins de process ou pour des besoins de chauffage. Voilà pour la géothermie. Là, voilà, par rapport du coup à ces 3 énergies-là, nous, communes forestières, du coup financées par la région et l'ADEME, on accompagne tous les porteurs de projets sur ces questions-là. Donc, autant avant de créer le projet, sur des réflexions globales, sensibilisation, ce qu'on appelle les études d'opportunité, où on fait des pré-études en fait techniques et économiques du projet. Au niveau des financements, on vous accompagne aussi pour aller chercher les bons financeurs, que ce soit le fonds chaleur de l'ADEME ou les BCIAT ou auprès de la région avec le FEDER. Et puis au niveau des travaux et du fonctionnement, souvent on garde un œil quand il y a besoin. On est présent pour vous soutenir, pour vous donner les bons documents, pour vous orienter sur les bonnes entreprises, jusqu'au fonctionnement. Voilà sur la partie technique. Et après, on va passer sur l'accompagnement du coup financier, où je vais laisser la main à Alain, à moins que Florence nous ait rejoint. Non, a priori, Florence ne nous a pas rejoint. C'est Alain qui va prendre le relais. Eh ben, je prends le relais. Donc, je vais vous présenter les interventions de l'ADEME concernant la mise en œuvre de ce type de projet, donc faisant appel à la chaleur renouvelable. Comme vient de l'indiquer Antoine, il y a un premier travail qui va permettre en effet de définir, on est au stade de la préfaisabilité, la solution énergie renouvelable qui semble la mieux adaptée à vos besoins thermiques en termes de chauffage et d'eau chaude sanitaire notamment.
Et donc, à l'issue de cette étude de préfaisabilité, de cette étude d'opportunité, va se dégager une solution qui semble la mieux adaptée à vos besoins et qui va nécessiter d'engager une étude de faisabilité qui va aller un peu plus dans le détail, qui va dans un premier temps mettre un petit peu l'accent sur les actions d'efficacité énergétique. Donc l'idée étant d'optimiser la solution énergie renouvelable, donc efficacité énergétique pour notamment améliorer les performances des installations qui sont actuellement en place. La deuxième étape va donc être une bonne définition des besoins et donc le dimensionnement de la solution chaleur renouvelable, quelle qu'elle soit, bois énergie, solaire thermique, géothermie notamment, et puis de vous apporter donc les éléments techniques, les éléments économiques, les éléments aussi environnementaux au regard donc de la solution proposée. Donc pour cela, il y a un dispositif qui a été mis en place par l'ADEME qui a maintenant un peu plus de 10 ans, c'est le fonds chaleur. Donc le fonds chaleur qui est donc piloté par l'ADEME permet notamment de financer dans un premier temps ces études de faisabilité. En règle générale, l'accompagnement est de 50%. Ces études de faisabilité reposent notamment sur des cahiers des charges spécifiques en fonction des différentes filières évoquées. Donc ces cahiers des charges listent tous les points qui sont nécessaires d'étudier pour bien dimensionner et bien concevoir la solution chaleur renouvelable. Ces études sont réalisées par des bureaux d'études qui sont certifiés, qualifiés RGE, c'est une obligation, pour qu'il y ait un accompagnement technique et financier de l'ADEME, avec donc une qualification en fonction des différentes filières évoquées. À l'issue de la réalisation de ces études de faisabilité qui sont partagées en termes de conclusion, donc avec vous, nous regardons ce qui a été, je dirais, abordé dans le déroulé de l'étude, les conclusions, est-ce que la solution est bien adaptée en définitive sur votre site. Il y aura une phase, la phase suivante, qui est la décision que vous prendrez, que l'on souhaite tous, qui est donc de réaliser l'investissement, donc l'investissement bois énergie, solaire thermique, géothermie, voire récupération de chaleur fatale. Et pour la mise en œuvre de ces investissements, il y a là aussi des accompagnements financiers, donc dans le cadre du fonds chaleur, également des accompagnements financiers du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et des fonds européens, que sont les fonds FEDER. Et en fonction des différentes filières, il y a forcément des critères, des seuils de production de chaleur renouvelable, des critères en termes d'efficacité qui font que chaque filière est abordée d'une façon un peu différente. Donc pour la filière bois énergie, il y a des seuils donc, de production de chaleur. Pour des installations, on va dire, modestes ou moyennes qui produisent donc annuellement un peu moins de 1200 MWh, il y a des financements de la région, alors avec un financement qui aujourd'hui se termine fin de cette année, mais qui fera l'objet à partir de 2021 de nouveaux dispositifs, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs, on appelle les contrats d'objectifs énergie renouvelable, qui sont pilotés notamment par l'ADEME, et qui rentrent dans le cadre de projets plus conséquents. Généralement, on est sur des petites installations, mais un nombre plus conséquent. Donc, ça ne sera pas forcément appliqué, je dirais, aux besoins d'industriels qui sont sur des opérations dédiées. Sur des installations de plus grande importance, il y a donc l'ADEME avec la région et le FEDER, et puis sur des installations très conséquentes, où là on est un peu plus de 12 000 MWh, on est dans ce qu'on appelle un appel d'offres, un appel à projet de l'ADEME au niveau national, qui est le BCIAT, qui fait donc l'objet de dates de réception de dossiers de candidature. Pour le solaire thermique, c'est la taille en fait des capteurs solaires qui sont mis en place. 25 mètres carrés, ça représente en gros un stockage de l'ordre de 1500 litres environ. Financement donc ADEME avec la région et le FEDER. Pour la chaleur fatale, donc on a identifié depuis quelques années des gisements très très importants sur les process industriels où il y a, je dirais, de l'énergie qui est un peu finalement perdue, qui n'est pas valorisée, et qui pourrait l'être par le biais notamment de la mise en place d'échangeurs associés ou pas à des pompes à chaleur, tout un système qui permet notamment de récupérer cette chaleur fatale et qui peut être récupérée soit sur le site même de production, ou qui peut éventuellement alimenter un
utilisateurs de proximité. Et donc là aussi, il y a des possibilités donc de financement fonds chaleur. Et puis, comme l'a évoqué Antoine, concernant donc la géothermie, dernière filière concernée par le fonds chaleur, en fonction de la nature de la solution géothermie, que ce soit sur sonde, sur nappe, également sur récupération sur eau de mer ou sur eau usée, hein, on a quelques opérations sur Nouvelle-Aquitaine, il y a des financements dans le cadre du fonds chaleur. Ce qui est important de savoir, c'est que sur ces opérations-là, sur ces investissements, il y a je dirais des obligations, notamment des obligations de mise en place de comptage pour évaluer, calculer la chaleur renouvelable qui est produite par chacune des installations. Ça, c'est très important, mais c'est aussi important pour vous de pouvoir vérifier que l'installation qui a été mise en place fournit ce qui était prévu au départ. On va peut-être passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, qui concerne donc, on a parlé du dispositif financier, il y a le dispositif aussi technique, donc il y a un centre de... Vous pourrez retrouver sur le site de l'ADEME au niveau national, par filière, tout le détail des éléments et des conditions, des critères techniques, des modes de calcul de l'aide. En général, quand une opération, je dirais, est finalisée et que nous décidons de l'accompagner, il y a au niveau du versement de l'aide de l'ADEME 2 temps forts. Le premier temps fort, c'est une fois l'opération réalisée et mise en service, on va dire les 4/5 de la subvention ADEME est versée sur le compte du bénéficiaire. Et puis il y a le dernier 5e, qui sont les 20%, qui sont versés une fois obtenues les performances attendues de l'installation. D'où l'intérêt et la nécessité de mettre en place un comptage thermique. Ce qui n'est pas indiqué sur cette diapositive, c'est tout le reste qui me semble important aussi de mettre en avant. L'ADEME, en partenariat avec des organismes notamment de formation, comme le Centre régional des énergies renouvelables, on a mis en place des formations spécifiques par filière. Notamment, je citerai 2 formations. La première qui concerne la conduite d'installation de chaufferie biomasse, donc qui vous est destiné en tant que demain futur utilisateur d'une chaufferie biomasse, c'est de bien comprendre son fonctionnement et de bien conduire efficacement ce type d'équipement. Également une autre formation qui concerne la conduite d'installation solaire thermique, qui est également co-organisée avec le CRER et qui vous est proposée. Et puis bien évidemment, nous mettons en ligne un certain nombre de retours d'expérience, des fiches d'opération. C'est peut-être l'occasion de laisser maintenant la place au témoignage d'une réalisation sur le département. Juste avant, du coup, merci Alain. Je voulais juste vous parler d'une autre installation qui elle est sur l'Ariège, pour pouvoir vous présenter en fait une installation de géothermie dans l'industrie. C'est donc Mapa Aero qui eux font de la fabrication de peinture aéronautique. En 2010, ils avaient un projet de construction d'un nouveau bâtiment, surtout du stock, il me semble, du conditionnement de peinture, ce qui est écrit là, 3000 m² en gros. Et voilà, du coup, ils ont regardé quel type d'énergie ils pouvaient utiliser. Et concrètement, ils se sont penchés sur la géothermie sur sonde. Donc, je vais détailler un peu après, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui m'intéressait de vous montrer, c'était pourquoi ils ont réalisé ça. Donc, c'est le témoignage en fait, du président de Mapa Aero. Tiens, juste avant, remonte sur l'autre diapo, le témoignage de Éric Grumeau, du coup, qui en fait ont choisi de réaliser cette installation-là, surtout pour une histoire de fluctuation des prix du gaz. Et eux, ils avaient envie d'avoir quelque chose d'avoir de la vision sur l'avenir. Et donc, ils ont choisi d'utiliser cette technique-là. Après, il y a d'autres critères techniques aussi que je vais aborder juste après, qui font que c'était pertinent d'utiliser cette énergie. Mais voilà, en 2010, ils ont fait ça, et en 2012, finalement, ils ont étendu au reste de leur site avec les laboratoires et l'administratif pour pouvoir couvrir l'ensemble de leur site. En gros, aujourd'hui, ils ont 72 sondes qui ont été forées à 100 mètres, tout ça sur le parking devant devant leur bâtiment. Donc en fait, les sondes sont sous terre, on les voit pas, et après on relie ces sondes-là jusqu'à la pompe à chaleur
On voit en bas à droite là une photo des pompes à chaleur. On ramène en fait ces sondes-là jusqu'à là-bas pour récupérer la chaleur issue du sous-sol. Donc elles peuvent être recouvertes sous le parking, c'est pas gênant les sondes. On va plus les voir après une fois qu'elles sont moulées dans le sol. L'intérêt, c'était qu'ils avaient 3 sites et en fait, avec les sondes là, ils ont fait trois installations différentes, donc 3 chaufferies. Une première donc avec 3 pompes à chaleur, montée en thermofrigopompe, c'est ce qui est justement permettait d'avoir un intérêt pour la géothermie pour ce site-là, pouvant du coup faire du froid pour autant que du chaud pour c'est ce que vous voyez en dessous là, leur machine à outils. Donc ils ont des échangeurs sur leur machine à outils et ça leur permet du coup d'envoyer du froid dessus pour pouvoir refroidir les machines. La deuxième, donc c'est une pompe à chaleur de 130 kW qui est réversible, donc qui peut faire du frais l'été et du chaud l'hiver. Et sur la troisième installation, 4 pompes à chaleur qui, elles, font que du chauffage sur les aérothermes. Donc les aérothermes, c'est de la chaleur qui est propulsée. Tout le reste, en fait, est fait par des planchers chauffants. Donc en fait, ils ont dû adapter l'ensemble de leur site, l'ensemble de leurs émetteurs de chaleur, ils ont dû les adapter à cette énergie basse température. Donc là, on a l'investissement dessous. Mais en fait, en faisant cet investissement-là dans des radiateurs, enfin dans des planchers chauffants, donc basse température, ça leur permet d'avoir un coefficient de performance de leur chaufferie, de toutes ces pompes à chaleur, qui est supérieur à 5. Donc ça veut dire qu'avec 1 kWh d'électricité, ben, ils produisent 5 kWh de chaleur dans l'ensemble de leur bâtiment. Voilà, d'autres exemples, là je vous ai mis un listing là juste pour vous montrer un peu que bah voilà ça existe et puis avec plein de spécificités différentes, des chaudières bois haute température et production de vapeur, ou des chaudières à eau chaude en bois pareil. Sur du solaire thermique, voilà, on en trouve aussi dans des caves, des fromageries, souvent des besoins d'eau chaude sanitaire, de nettoyage, de stérilisation, des besoins de process des fois. Et puis sur la géothermie, on les retrouve aussi dans différents endroits. Là, des caves, des laboratoires de distillation. Le laboratoire, là, c'est plus quand même pour le chauffage du bâtiment, plutôt que pour l'aspect process. Voilà pour toute la partie présentation de l'ensemble des énergies renouvelables thermiques. Et du coup, je laisse la parole à Cerise pour nous parler de la maison Agour et de ce qu'ils ont fait ici sur le site de Mendive. Donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc moi je suis responsable QHSE des maisons Agour, de la maison Agour et des différents sites de fromagerie et de la charcuterie. Donc l'idée c'est de témoigner. Tu peux avancer. Moi je crois que j'ai un petit retard sur les slides, mais bon tant pis, on va faire au mieux. Laurent, si tu peux avancer. Voilà, très bien. Donc l'idée c'est de témoigner sur une des ENR qui a été présentée, notamment le bois énergie, qui est utilisé au sein de la maison Agour et plus particulièrement sur la fromagerie d'Irati. Donc c'est la fromagerie que vous voyez ici et qui est située au cœur de la vallée d'Ergaray, donc au Pays Basque au nord, en Iparralde, donc voilà, au cœur de la montagne. Alors, pourquoi cette fromagerie? Tu peux avancer, Laurence. Donc, cette fromagerie, elle est en fonctionnement depuis l'hiver 2010. Donc, elle a 10 ans déjà. Et c'est véritablement la concrétisation de la politique développement durable de la maison Agour de l'époque, hein, avec pour thématique centrale de la construction l'éco-conception. Donc, pourquoi l'éco-conception? Donc, tout d'abord, elle a été réalisée en employant des personnes de la vallée. Elle est insérée dans son paysage puisque la structure, elle est bardée de bois de châtaignier local. On récupère les eaux pluviales, on traite les eaux via des biodisques et surtout, il y a eu le choix d'utiliser une énergie renouvelable, du coup, le bois énergie. Donc, on a installé une chaudière à peau de bois ou à bois déchiqueté pour produire la vapeur nécessaire à fournir l'eau chaude de process et sanitaire de la fromagerie. Donc, pourquoi ce choix? Pourquoi le choix de bois énergie? Donc, tout d'abord, c'était d'utiliser une énergie naturelle parce que l'idée, c'était vraiment d'installer une fruitière.
la fruitière de la fromagerie à Gour qui permettait de développer tous les nouveaux produits. Donc une énergie naturelle, une énergie de proximité. En effet, la vallée d'Ergaraï sur laquelle la fromagerie est installée, c'est un territoire dont l'histoire a été marquée réellement par l'exploitation forestière. Donc de ça, on est sorti un partenariat local avec le syndicat de la forêt d'Irati au départ, puis ensuite avec la société Sugarai qui s'est implantée dans la vallée. Donc l'idée, c'était d'extraire du bois local. Donc c'est un bois issu de l'élagage et de l'entretien de la forêt d'Irati même, et de soutenir le développement économique de la vallée. Bien évidemment, du coup, l'impact carbone est neutre puisqu'on compense la production de CO2 due à la combustion du bois de la chaudière par la régénération de la forêt. Et donc du coup, ça nous permet, grâce à cette chaudière bois, d'utiliser une énergie locale, naturelle et renouvelable. Donc si on veut regarder un peu plus en détail notre chaudière, donc la chaudière qu'on a installée, c'est une chaudière KRT 300 kW en puissance nominale, calorifique, de marque Pirotte. Donc là j'ai repris le petit schéma qu'avait expliqué Antoine, mais l'idée c'est qu'on a un grand hangar de stockage. Donc on a un besoin annuel d'environ 250 tonnes par an, ça représente à peu près 900 mètres cubes de volume total sur l'année, et on est livré par tracteur remorque. Et oui, parce que pour monter directement à la fromagerie, c'est plutôt par tracteur, donc tracteur remorque de 25 mètres cubes à chaque fois. Et donc du coup on a une chaudière, donc on alimente la chaudière en copeaux de bois via une vis sans fin. La combustion des copeaux fournit de la vapeur qui vient réchauffer de l'eau qu'on va utiliser pour notre chaude de process et notre chaude sanitaire. Les coproduits, finalement, c'est des cendres et des fumées seulement. Donc si on regarde un petit peu les avantages et inconvénients, donc tout d'un coup les avantages, je ne les vois pas apparaître. Donc les avantages, c'est tout d'abord une faible consommation en électricité, voilà, puisque en fait la chaudière utilise uniquement l'électricité pour la vis sans fin et les pompes. Bien évidemment, on utilise aussi de l'électricité pour alimenter nos machines de fromagerie, mais en tout cas, l'électricité utilisée par la chaudière est faible. Et puis, bien évidemment, en fait, les copeaux, le bois déchiqueté est peu cher, et surtout les prix sont stables. Donc depuis 10 ans, on a un coût stable d'environ 25 € de copeaux de bois annuels, et ce qui nous permet d'assurer nos besoins d'énergie nécessaires environ de 650 MWh par an. Par contre, les problématiques, donc le témoignage nous a permis aussi de faire un petit retour d'expérience sur ces 10 ans passés. Donc, on a quand même une équipe maintenance qui maintenant a une certaine expérience sur cette chaudière. Donc, il y a beaucoup d'entretien quand même sur cette chaudière. On s'est rendu compte que pour un fonctionnement optimum, il faut un ramonage tous les 800 à 1000 heures d'utilisation, ce qui pour nous revient à peu près à tous les 2 mois. Donc, c'est quand même un certain entretien avec le fait que la chaudière doit être ouverte pour nettoyer toutes les cendres du foyer. Aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait de temps en temps des blocages de la vis sans fin. Donc là, la solution, elle était trouvée finalement. Ça a été de percer le tube de la vis sans fin pour permettre d'éliminer les poussières de bois qui faisaient bloquer en fait la vis sans fin. Il y a un autre point sur lequel on a on ne peut pas vraiment jouer, c'est sur la qualité du bois. Elle est variable, et sur l'humidité aussi, puisque forcément, notre chaudière, elle a un rendement optimum sur bois sec, mais le bois, la qualité du bois et l'humidité varient en fonction de la période de l'année. Et puis finalement, on n'a qu'un seul moyen de réglage de la combustion, c'est on a une valve sur l'ouverture pour l'apport d'air extérieur. Donc on ne peut pas régler la flamme ni la qualité du bois forcément, mais il y a juste un réglage assez simple sur la vanne pour l'apport d'air extérieur. Voilà, ce qu'on peut se dire, c'est que à l'avenir, il y aura peut-être un axe d'amélioration, c'est qu'aujourd'hui, on ne mesure pas nos fumées.
Donc évidemment, on ne connaît pas vraiment la qualité de nos fumées. On sait qu'on peut avoir des fumées blanches si le bois est plus humide et puis pas de fumée du tout si le bois est très sec. Mais en tout cas, demain, il faudra peut-être mesurer ces fumées pour voir comment améliorer la qualité de ces fumées. Donc voilà sur le témoignage de notre chaudière. Donc la chaudière a 10 ans. On lance plus généralement maintenant une démarche RSE au sein de la maison à Gour. Donc c'est une démarche volontaire pour intégrer toutes les préoccupations RSE avec un impact environnemental de notre activité, l'impact de notre activité sur l'économie locale et tout ce qui est bien-être au travail. En 2018, il y a eu un audit énergétique. En 2019, un audit RSE. Et ce qui en découle, par exemple, comme il y a eu beaucoup d'actions, un plan d'action important, mais il y a une action qui va refléter un petit peu ce webinaire, c'est que prochainement, on aura des panneaux photovoltaïques sur le site historique, donc le site à Ailette, qui nous permettra d'assurer nos besoins futurs en électricité d'environ 800 kVA. Voilà. Voilà pour nous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et on a fait le tour des présentations. Donc, vous voyez, là, vous avez l'occasion d'avoir les différentes personnes qui peuvent voilà, vous accompagner au travers de vos projets, suivant le stade où vous en êtes, si c'est de l'idée, des choses avancées. Et puis aussi de personnes de la maison à Gour aussi qui ont ce retour d'expérience après 10 ans de fonctionnement. Donc, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez en profiter, c'est le moment. Vous avez la possibilité de prendre la parole directement ou via le chat si vous le souhaitez. Par contre, juste un point, soyez vigilants parce qu'on a coupé tous les micros, donc peut-être que vous vous exprimez à l'oral, mais tous les micros ont été coupés à distance, donc n'oubliez pas en tout cas de remettre vos micros en activité pour poser vos questions. Tout à fait. Merci pour la précision. Et puis aussi, effectivement, vous pouvez rebondir sur d'autres projets, comme là, effectivement, sur les panneaux photovoltaïques là, qui font partie du projet de la maison à Gour. Est-ce que vous, de votre côté, vous en avez aussi? Voilà. N'hésitez pas à intervenir maintenant. Non, pas de questions. Tout était clair pour le moment. On vous diffusera dans tous les cas la présentation PowerPoint où vous retrouverez tous les contacts des intervenants. Oui. Donc, moi, j'aurais une question sur les aides de l'ADEME. On a un projet de panneaux photovoltaïques. Comment on fait pour se rapprocher des personnes pour faire une préétude des aides de l'ADEME? Oui, alors tout d'abord, c'est vrai que ce webinaire, il était surtout orienté chaleur renouvelable. Et donc les énergies renouvelables thermiques. Donc c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet du photovoltaïque parce que c'était pas ou de la production d'électricité d'origine renouvelable, car ce n'était pas l'objet de ce webinaire. Mais pour répondre à votre question, l'ADEME n'apporte pas d'aide sur le photovoltaïque, sachant qu'il faut savoir de quelle façon il est abordé, si on est sur de l'injection réseau ou sur de l'autoproduction, de l'autoconsommation. Donc ça, c'est déjà une première étape. Mais quelle que soit, je dirais, la solution évoquée, l'ADEME n'apporte pas d'aide financière. Par contre, peut apporter en effet un accompagnement technique, ça c'est tout à fait envisageable. Et il faut regarder, alors je sais qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette année, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a mis en place un appel à projet visant ce type de projet, donc en autoconsommation, enfin visant une des applications et une des utilisations du photovoltaïque donc pour le volet autoconsommation. Donc, il ne faut pas hésiter de vous rapprocher du conseil régional. Je pourrais sans aucun problème vous donner les liens concernant le dispositif qui est mis en place. En 2021, je n'ai pas aujourd'hui une visibilité concernant aussi bien d'ailleurs l'ADEME que le conseil régional sur cette thématique du photovoltaïque.
encore une fois sur l'autoconsommation, parce que sur l'injection réseau, les accompagnements financiers sont basés et reposent essentiellement sur le tarif d'achat. Donc, par le biais de la CCI, je vous communiquerai le lien concernant l'appel à projet de la région. Et pour compléter l'information, justement, il y a des webinaires qui sont organisés avec le CRER. Donc, un prochain sur le chauffage et la chaleur renouvelable. Donc, voilà, je pense que vous avez déjà participé aujourd'hui, mais peut-être alors un qui va vous intéresser, qui est le 10 décembre sur le photovoltaïque. Voilà, donc on vous fera passer aussi le lien d'inscription si vous souhaitez y participer. Mais dans tous les cas, effectivement, on joindra le lien vers l'appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine sur l'autoconsommation et le contact de la personne qui s'en occupe. Donc là, vous avez, je vous ai laissé nos coordonnées. Est-ce que il y aurait une autre question ou un complément d'information, une réaction? Non, ben écoutez, merci à tous pour votre participation. On se tient à votre disposition pour accompagner tous vos projets sur la transition écologique et énergétique. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous orientera vers les interlocuteurs ou les dispositifs les plus adaptés à vos questionnements et à votre projet. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.